le chef du département Stéphane Ganzer. Le conseiller d'État Mathias Reynard va ensuite nous parler d'un point de vue sanitaire. Il y aura ensuite le docteur Frédéric-Michel Roten qui va nous parler de l'important engagement de l'OCVS. Et finalement, le professeur Éric Bonvin qui va nous parler de la situation actuelle à l'hôpital du Valais. Je reprendrai ensuite la parole en clôture. À la fin de cette conférence de presse, comme les deux conférences de presse précédentes, nous allons répondre à vos questions et nous allons ensuite, tous les intervenants, être à disposition pour donner des interviews individuelles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous passe la parole. Merci, Madame la procureure générale. Mesdames, Messieurs les représentants des médias, je m'exprimerai en une seule fois comme président du gouvernement et comme ministre de la Santé. Au lendemain de ce drame humain, le gouvernement valaisan tient à nouveau à adresser ses pensées aux familles des victimes, aux familles des blessés, aux familles et aux proches qui attendent. Nous avons conscience des heures particulièrement difficiles, du côté insoutenable de chaque minute qui passe sans réponse. Nos équipes font depuis les premières minutes le maximum pour sauver des vies, pour soutenir les familles et ne laisser personne seul, et évidemment pour identifier de la façon la plus rapide possible les victimes. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est la coopération qui s'est mise en place. Une coopération dans la prise en charge des blessés tout d'abord. Si l'hôpital du Valais a dans un premier temps pris en charge environ la moitié des 119 patientes et patients admis, ce sont les autres cantons qui ont ensuite apporté un soutien gigantesque. Merci à eux. L'OCVS y reviendra dans le détail, mais on sait par exemple que le CHUV, l'hôpital de Lausanne, a pris en charge plus d'une vingtaine de patients. Nous vous exprimons notre reconnaissance pour cette collaboration. Cette solidarité et cette coopération ne se sont pas arrêtées aux frontières nationales. De nombreuses propositions de soutien sont venues de l'étranger, et en particulier de pays limitrophes. Notre rôle comme conseiller d'État est aussi de faciliter ces contacts internationaux. Nous remercions encore une fois la Confédération, le président de la Confédération présent hier, et l'ensemble des conseillers fédéraux qui nous soutiennent et nous appuient face à ce drame. Monsieur Parmelin a par ailleurs donné l'ordre de mettre non seulement les drapeaux en berne sur les bâtiments de la Confédération, mais aussi de toutes les ambassades suisses dans le monde. Nous sommes face à un drame pour le Valais, pour la Suisse et pour la communauté européenne. Sur le plan international, nous avons pu nous entretenir avec la ministre française de la Santé, Madame Rist, qui m'a assuré personnellement du soutien de son pays pour la prise en charge de blessés. Des transferts ont déjà commencé vers des hôpitaux français. Elle nous a également mis à disposition des médecins spécialisés pour appuyer l'organisation de ces transferts et nous soutenir directement à l'hôpital du Valais. Cette offre a été acceptée. Le ministre des Affaires étrangères italien, M. Tajini, est également venu aujourd'hui à Crans-Montana. Nous l'avons accompagné avec mon collègue Ganzer pour un moment de solennité, mais également pour une rencontre avec les familles de la communauté italienne touchée par ce drame. Là encore, une proposition de prise en charge des personnes blessées a été faite et acceptée avec des transferts de blessés vers le nord de l'Italie. La solidarité fonctionne face à ce drame qui touche le Valais. Elle est essentielle. Une fois encore, le CVS donnera plus de détails tout à l'heure par la voix de M. Frédéric-Michel Roten. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'une cinquantaine de blessés ont été transférés ou vont l'être tout prochainement dans des pays européens, dans des centres spécialisés pour les grands brûlés. L'humanité, aujourd'hui, a pris le relais. Elle s'ajoute au professionnalisme de nos équipes et permet un élan de solidarité sans précédent dans la prise en charge des victimes.
Nous sommes face à un drame et un bilan humain dramatique. On dénombre 40 personnes décédées. Ces chiffres sont bouleversants. Et au nom du gouvernement valaisan, je tiens à exprimer toute ma sympathie et nos plus sincères condoléances pour cette épreuve. Nous voulons enfin rappeler que de nombreuses personnes blessées luttent encore aujourd'hui pour vivre. De très nombreuses personnes prises en charge ont leur pronostic vital qui est engagé. Elles sont prises en charge par des équipes exceptionnelles, à Sion, dans des hôpitaux du pays et dans des hôpitaux de pays voisins. À l'issue de cette conférence de presse, je me rendrai à l'hôpital pour soutenir des patients, échanger avec les équipes sur place, et je tiens à saluer le travail exceptionnel qui a été fait par l'hôpital du Valais, un hôpital dont on peut être fier, de la direction jusqu'à toutes les équipes médico-soignantes, un travail exceptionnel et qui continue aujourd'hui. Le travail est immense, ces collaboratrices et collaborateurs de l'hôpital font un travail remarquable. De nombreuses personnes ont renoncé à leur congé pour se rendre à l'hôpital, pour venir prêter main forte, soutenir les équipes en place. Une infirmière m'expliquait aujourd'hui le silence qui règne dans ces moments à l'hôpital. Vous communiquez enfin, pour terminer, qu'une cérémonie sera organisée à Crans-Montana le vendredi 9 janvier 2026. Nous venons d'en informer le Conseil fédéral. Cette cérémonie sera l'occasion de se rassembler, de faire communauté, de faire communion, de vivre ensemble ce deuil national. Un livre de condoléances sera également mis en ligne dès demain samedi sur le site internet de la Confédération, afin de permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de transmettre un message de soutien, de solidarité aux personnes touchées. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, hier matin, le destin d'environ 160 personnes a basculé dans l'horreur un soir de fête dans la station de Crans. Depuis, la police cantonale valaisanne et ses partenaires travaillent sans relâche pour fournir des réponses légitimes à toutes ces victimes et aux familles touchées par ce drame sans précédent. La première d'entre elles, la plus importante, est de savoir si leur proche fait partie des blessés ou s'il figure parmi les personnes qui ont perdu la vie dans ce tragique incendie. Voici ce que je suis en mesure de vous communiquer à cette heure, tout en précisant que ces informations ont été préalablement transmises aux familles concernées. S'agissant tout d'abord des personnes blessées au nombre de 119, sur la base des éléments dont nous disposons actuellement, 113 ont pu être formellement et définitivement identifiés. Pour 6 autres, les démarches d'identification formelle et définitive sont toujours en cours. Parmi les blessés formellement identifiés, 71 sont de nationalité suisse. Nous dénombrons également 14 ressortissants français, 11 italiens, 4 Serbes, 1 Bosniaque, un Belge, un Luxembourgeois, un Polonais et un Portugais. Pour 14 d'entre eux, la nationalité demeure pour l'heure inconnue et je tiens à souligner que tous ces chiffres sont appelés à évoluer en fonction de l'avancement des identifications formelles. Concernant les personnes décédées, comme l'a relevé le président de notre gouvernement, nous déplorons à ce stade 40 victimes. Leur identification formelle se poursuit sans relâche, c'est notre priorité, identifier au plus vite ces personnes décédées. Nous disposons des moyens nécessaires pour cela. Nous pouvons compter sur le soutien de nombreux spécialistes provenant de plusieurs polices cantonales de Suisse, que je remercie. Mais les protocoles d'identification formels standardisés au niveau international prennent du temps.
Pour ce faire, des dossiers antémortem ont été ouverts en lien avec plusieurs pays, dont la Suisse, la Belgique, la France, l'Italie, le Portugal, mais également les Philippines, le Congo, la Roumanie, la Serbie et la Turquie. Ces démarches sont indispensables pour permettre les identifications formelles et définitives dans les plus brefs délais. La police cantonale valaisanne tient ici, par ma voix, à réaffirmer son soutien indéfectible aux familles si durement touchées par cette terrible épreuve. En plus des missions d'investigation, de protection et d'identification, j'ai ordonné que chacune de ces familles puisse bénéficier d'un accompagnement personnalisé jour et nuit jusqu'à ce que le corps de leurs proches puisse être formellement identifié. Nous tenons à les soutenir au mieux dans cette perspective et dans cette période surtout d'incertitude et de souffrance. Enfin, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à toutes les forces de police et aux partenaires engagés dans cette opération. Grâce à leur mobilisation sans faille, nous avons pu agir rapidement pour prendre en charge les victimes et commencer le travail d'identification. Un travail qui se poursuivra, vous l'avez compris, dans les jours à venir avec un total engagement. S'agissant des premiers résultats de l'enquête conduite par le ministère public du canton du Valais, je passe la parole à Madame Béatrice Piou, procureure générale du canton du Valais. Je vous remercie de votre attention. Merci, commandant. Concernant l'enquête à proprement parler, je tiens à vous assurer que le ministère public met absolument tout en œuvre pour élucider les circonstances de cet événement dramatique. Pour mémoire, une enquête a été ouverte aujourd'hui, pour l'instant, pour élucider les circonstances de cet incendie. Toutes et absolument toutes les pistes sont explorées. Il n'y a aucune qui est laissée à l'abandon, il n'y a aucune piste qui est négligée. Dans les hypothèses, certaines se confirment aujourd'hui. En effet, tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes ou des feux de Bengale qui ont été mises sur les bouteilles de champagne et le tout a été approché de trop près du plafond. De là, il s'est produit un embrasement rapide, très rapide et général. Pour arriver à ces premiers résultats, il y a des vidéos qui ont été obtenues, qui ont été analysées. Il y a plusieurs personnes qui ont été entendues et des constatations qui ont été faites sur place. Dans les auditions qui ont été menées, il y a notamment les 2 gérants français et des personnes rescapées. Ces auditions ont permis d'établir, d'une part, des listes de personnes qui étaient présentes à cette soirée. Ces listes permettent d'aider à l'identification. Ces auditions ont également permis d'expliquer la configuration intérieure des lieux, les travaux réalisés et la capacité d'accueil. La suite de l'enquête portera notamment sur les travaux effectués au sein du bar, les matériaux qui sont utilisés, les autorisations d'exploiter, les mesures de sécurité, j'entends par là les extincteurs, les voies de fuite, le respect des normes incendies et les moyens de lutte contre le feu, le nombre de personnes qui étaient présentes ce soir-là, le nombre de personnes que le bar est autorisé à accueillir, le matériel garnissant les lieux, les voies d'évacuation ainsi que l'accès. En sus de tout cela, le Forensisches Institut de Zurich a été mandaté. Selon les résultats qui seront obtenus et au fur et à mesure des mesures qui seront prises durant l'instruction,
l'enquête, il y aura une possibilité ou non d'examiner s'il y a une responsabilité pénale qui implique des personnes. Si tel est effectivement le cas et que ces personnes sont encore en vie, l'instruction sera ouverte contre elles pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles par négligence. En ce qui concerne l'identification, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à ce propos. On parle de plus de 30 personnes qui s'affairent pour permettre aux familles d'être au clair, à savoir si leur personne, leur membre, leur enfant est ou non décédé ou est victime. Il y a une méthode qui est claire, elle vous sera expliquée par le lieutenant-colonel Lengen. Avant de conclure, j'aimerais vraiment remercier pour tout le soutien qui a été obtenu, que ce soit de la part des forces de l'ordre, mais également au niveau du ministère public. Un merci particulier à tous mes collègues procureurs qui travaillent dessus et tous ceux qui se sont déclarés prêts à venir nous donner un coup de main. Vous l'aurez compris, la priorité aujourd'hui est vraiment mise à l'identification afin de permettre aux familles de commencer leur deuil. Je vous remercie pour votre attention et passe la parole au lieutenant-colonel Lengen. Merci Madame la procureure générale. Je veux répéter ici une fois encore, même si cela a été dit plusieurs fois, l'importance que met la police cantonale pour l'identification de toutes les personnes décédées. C'est une priorité absolue pour l'instant. On peut s'appuyer pour faire ce travail avec quasiment tous les corps de police cantonaux, avec la Confédération, notamment la police judiciaire fédérale, avec différents partenaires suisses et internationaux. Dans ce contexte-là, nous avons fait appel à une structure qui s'appelle le DVI, qui est une structure suisse, qui est essentiellement engagée pour identifier les victimes de catastrophes. Elle est composée de policiers scientifiques, enquêteurs, mais également de médecins légistes et de dentistes. C'est cette structure qui a été notamment engagée en 2004, lorsque le tsunami a également eu des victimes suisses. Elle travaille sur des standards internationaux, notamment des recommandations de l'Interpol, dans la mesure où, dans ce domaine-là, dans l'identification de victimes, aucune erreur n'est évidemment permise et nous devons de rendre aux familles la bonne dépouille. Donc, la police valaisanne, avec l'accord du ministère public, a fait appel à cette structure qui travaille depuis hier, comme l'a dit Madame la procureure générale, avec plus de 30 collaborateurs. Dans un premier temps, ils sont rendus sur place, ils ont relevé les dépouilles pour les acheminer en plaine, selon un protocole établi. Et au moment où je vous parle, ils poursuivent l'examen des corps, de manière à pouvoir compléter le dossier post-mortem. Le dossier post-mortem, c'est le dossier qui contient l'ensemble des éléments d'identification que l'on trouve sur la dépouille. C'est ses empreintes digitales, c'est son ADN, c'est peut-être des objets qu'elle porte encore au moment de son décès. Et puis, ces données-là seront comparées avec les données anté-mortem, qui sont les données qui ont été recueillies depuis le premier jour auprès des familles et des proches. C'est des informations sur l'habillement, des informations sur les objets qu'elles pouvaient éventuellement détenir, mais c'est aussi les prélèvements ADN qui sont faits et qui feront l'objet de comparaison par la suite. Une fois ces deux éléments, anté-mortem et post-mortem, obtenus, un dossier est préparé, il est soumis à une commission d'identification. Cette commission d'identification est composée du ministère public, de la médecine légale et d'un policier. Et cette commission va valider ce qu'on appelle une procédure de réconciliation. Elle va valider la corrélation entre l'antémortem et le post-mortem. Une fois que cette corrélation est établie, le dossier il est validé par cette commission qui le soumet au ministère public qui va libérer le corps et à la médecine légale qui va compléter le certificat de décès. Et ensuite, on pourra procéder à l'annonce aux familles et ensuite
procéder à la suite des opérations. Nous avons l'appui aujourd'hui également des registres d'état civil qui nous aident aussi de manière à ce que les familles concernées n'aient pas le moment venu à faire toute la procédure seuls. Ils seront accompagnés par des inspecteurs de la police judiciaire qui vont s'occuper de ces formalités avec les offices d'état civil, que je remercie d'avance parce que c'est fort précieux de pouvoir compter sur eux. Donc voilà un petit peu la procédure qui est mise en œuvre. Pour nous, c'est une priorité absolue, mais vous l'avez compris, elle est complexe, elle nécessite d'être extrêmement méticuleux. On ne peut pas, et je le répète, on ne peut pas se permettre de commettre des erreurs dans ce domaine-là. Et même si cette attente, on la sait, elle est extrêmement difficile à vivre, nous le savons, et c'est pour ça que tous nos collaborateurs travaillent jour et nuit depuis la survenance de l'événement pour pouvoir le plus rapidement possible apporter cette réponse aux familles. Voilà. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Au niveau sécuritaire, le canton du Valais est face. Le canton du Valais n'est pas seul. Il peut s'appuyer sur une intense solidarité intercantonale et internationale. Nous étions hier dans une phase d'urgence, une phase de secours où il fallait intervenir, sécuriser les lieux, sauver des personnes, les acheminer. On est passé aujourd'hui dans une phase de consolidation, mais le travail de la sécurité, comme il a été mentionné par mes préopinants, ne s'arrête pas. Aujourd'hui, le travail au niveau sécuritaire est essentiellement sur la police, avec 3 priorités absolues. L'accompagnement des familles, qu'elles soient suisses et étrangères. Depuis hier, les familles sont réunies à Crans-Montana, la police les entoure, la police les protège, la police les accompagne. Surtout, c'est cet accompagnement qui est très important pour nous aujourd'hui. Et lorsque on va annoncer aux familles les identifications, et bien évidemment, les familles pourront compter sur un soutien policier, un accompagnement policier qui ne va pas s'arrêter à l'annonce, mais qui va permettre à ces familles de ne pas être seules, d'avoir un soutien à la fois psychologique et également d'avoir des policiers pour les accompagner. Deuxième priorité, l'identification des victimes. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. C'est une priorité et les moyens que je vais vous citer tout à l'heure vont montrer que le canton peut bénéficie de renforts importants pour pouvoir permettre de mettre un terme à cette insoutenable attente qui pèse sur plusieurs familles maintenant. Troisième chose, l'établissement des faits, la procureure l'a dit, des auditions sont menées, les vidéos que vous voyez dans les médias, que vous publiez dans les médias, nous montrent aussi une certaine réalité. Cette réalité, elle est confrontée maintenant à des exigences d'enquête, des exigences légales, et les auditions vont permettre d'établir la réalité des faits, ce qui était également une priorité. Pour ces 3 priorités, bien évidemment, ce sont des moyens exceptionnels qui sont engagés, qui sont à la hauteur de cet événement, qui, je le rappelle, est sans précédent dans l'histoire de notre canton. Nous bénéficions de l'appui de l'Office fédéral de la police. Actuellement, 4 agents de la police judiciaire fédérale sont présents en Valais. Nous bénéficions, comme ça a été dit, du soutien du centre forensique, de l'Institut zurichois de forensique, qui est présent également aussi ici dans les travaux d'analyse pour établir les faits et dans l'analyse du démarrage de cet incendie. Nous avons donc 6 personnes de cet institut qui sont présents également ici sur sol valaisan. Une quarantaine d'agents de police de la police cantonale en uniforme sont toujours présents. D'ailleurs, il y en a une partie dans cette salle également aussi, qui sont présents sur le terrain pour les mesures d'accompagnement, d'accueil, de guidage, de sécurisation. Et puis, nous avons également des inspecteurs de police, une quarantaine d'inspecteurs qui mènent les enquêtes, les auditions. Et à cela s'ajoute une trentaine de spécialistes, donc du dispositif DVI, Disaster Victim Identification, donc des médecins, des policiers, des légistes, des dentistes également aussi. Donc, vous voyez, ça fait des dizaines de personnes qui montrent aussi que ces priorités sont pour nous, évidemment, quelque chose d'important sur lequel nous mettons les moyens et nous comptons sur une solidarité fédérale, voire internationale. Au niveau institutionnel, le canton du Valais s'appuie et collabore étroitement avec le département fédéral des affaires étrangères pour tout ce qui concerne le volet diplomatique et international. Aujourd'hui, les transferts hospitaliers sont une priorité qui permet donc de soigner au plus vite et au mieux les personnes blessées. Donc il y a un intense balai. L'aéroport de Sion, par exemple, aujourd'hui est soumis à un intense trafic, puisqu'il y a des vols qui sont organisés vers des pays voisins, des pays limitrophes essentiellement, et d'autres pays qui continuent également
à nous proposer leur aide. Et ceci, évidemment, nécessite plusieurs procédures sur lesquelles on peut s'appuyer sur la Confédération via le DFAE. Nous avons également accueilli le ministre italien des Affaires étrangères tout à l'heure, ce qui témoigne également de l'importance de cet événement. Nous avons pu le rassurer, lui montrer également tout ce qui était mis en œuvre, et il y aura sans doute d'autres visites d'État qui seront agendées dans les prochains jours. Preuve en est de cette coopération qui passe aussi par les contacts humains, qui est très importante pour pouvoir développer au mieux cette collaboration. Voilà pour ce que j'avais à vous dire par rapport au volet sécuritaire. Il y a également un dernier point qui concerne également la prise en charge aussi des soignants et le soutien aux soignants et aux forces d'intervention. Nous allons également pas abandonner ce volet-là, bien au contraire. Les gens qui sont intervenus hier, les primo-intervenants qui sont intervenus hier. On pense ici aussi aux habitants du quartier qui ont été mis à contribution. On pense aussi aux miliciens, aux forces professionnelles sanitaires et surtout aux personnes qui continuent à œuvrer sans relâche dans les différents hôpitaux de Suisse et d'Europe, vers lesquels va évidemment toute notre gratitude. J'en ai terminé. Mesdames, Messieurs les représentants des médias, l'événement que nous avons vécu hier, ou les dernières heures, c'est une tragédie pour toutes les victimes et leurs proches. Je leur adresse mon profond soutien et je leur souhaite beaucoup de force pour la période à venir. Pour les forces d'intervention également, il s'agit d'une intervention extrêmement complexe, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan émotionnel. J'adresse un immense remerciement à l'ensemble des partenaires, ainsi qu'à la totalité des intervenants de l'OCVS, en tant au sein de notre centrale d'appel sanitaire 144, et certainement aussi les intervenants sur le terrain. Je souhaite apporter quelques éléments sur le déroulement de cette intervention d'hier. L'OCVS était alarmé simultanément avec les pompiers et la police cantonale valaisanne, et l'ensemble des moyens disponibles, tant professionnels que miliciens, a été engagé sans délai au niveau cantonal. Contrairement au quotidien, malheureusement, cette fois, on a aussi dû appuyer sur le dispositif d'événements sanitaires majeurs. Ce dispositif contient des officiers de l'OCVS, divers véhicules dédiés aux situations de catastrophe ainsi que leur équipe. La suite des opérations ne constitue en aucun cas une procédure propre valaisan ou l'OCVS, mais repose sur les standards national et international applicables dans les situations où le nombre de victimes est plus grand que le nombre des moyens à disposition. Il s'agit dans un premier temps d'obtenir une vue d'ensemble de la situation et de mettre en place une organisation du site sinistré avec le partenaire Feu Bleu. S'ensuit une phase dite de pré-tri, durant laquelle les patients sont tracés et pré-triés selon la gravité des blessures. Et après, ils sont ensuite dirigés vers le poste médical avancé mis en place. À ce endroit ont lieu le triage médical, la prise en charge au niveau thérapeutique, ainsi que l'organisation du transport vers les structures hospitalisées. Les traitements ont consisté principalement en la stabilisation des fonctions vitales, l'antalgie et aussi un grand nombre des patients qu'on a dû intuber, ça veut dire faire endormir dans un coma artificiel. L'organisation de l'orientation vers les hôpitaux repose avant tout sur l'évaluation des capacités hospitalières réalisée par notre centrale d'appel sanitaire d'urgence 144. Il convient de souligner ici très grande solidarité des hôpitaux de destination. Ils ont pu augmenter massivement leur capacité en peu de temps. Ces informations ont ensuite été transmises par la centrale 144 à l'officiat qui s'appelle Eva San, chargé d'attribuer chaque patient à un moyen disponible et un hôpital de destination. En total, les moyens suivants ont été engagés. 42 ambulances, dont 22 provenant de canton Vaud, que nous remercions tout particulièrement pour le soutien. 13 hélicoptères, comprenant 6 appareils du dispositif cantonal, alors d'Air Zermatt et d'Air Glacier, 5 hélicoptères de la Réguin,
un hélicoptère français, un hélicoptère italien auquel nous exprimons également nos reconnaissances. Un véhicule de commandement, 2 camions lourds de médecine de catastrophe de l'OCVS, ainsi qu'un camion mis à disposition par le canton de Vaud. Il s'agit d'environ 150 intervenants sanitaires qui ont travaillé cette nuit, notamment les ambulanciers, des médecins, des officiers de l'OCVS, des membres de DPMA, des psychologues d'urgence, des first responders et des enhanced first responders. Par ailleurs, un important dispositif des psychologues d'urgence a été activé. Une coordination romande de psychologues d'urgence mise en place sous mandat de l'OCVS est actuellement engagée. Ceci assure la prise en charge psychologique de personnes impliquées, des patients, des proches, des familles, mais également des intervenants engagés sur les terrains et dans la centrale. Une permanence assurée sur place avec un effectif fluctuant entre 10 et 20 psychologues d'urgence permettant un soutien continu, structuré et adapté aux besoins. Ça, c'était hier. Maintenant, comment ça va? Ça va avancer. La prise en charge des brûlures est hautement spécialisée, complexe et peut s'entendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De transferts des patients continueront donc d'avoir lieu. Cette situation s'explique pour 2 raisons. Premièrement, compte tenu du nombre élevé des blessés et du nombre limité de places hautement spécialisées disponibles, les patients ont d'abord été répartis dans les différents hôpitaux en Suisse, disposent des lits avec des soins intensifs et pas forcément des spécialisés en brûlure. Cette approche vise avant tout à stabiliser les fonctions vitales dans les premières heures. Et deuxièmement, un phénomène des hospitalisations spontanées. C'est un phénomène qu'on connaît dans la gestion des événements sanitaires majeurs. À titre d'exemple, il avait été convenu par notre centrale d'y achimer 7 patients avec des moyens disponibles pour amener à l'hôpital de Sion. En parallèle, environ 40 personnes se sont présentées dans les mêmes aux urgences de Sion, certains souffrant de brûlures sévères, nécessitant également des traitements lourds. Ces transferts sont organisés en étroite coordination avec le réseau national de médecins de catastrophe, CATAMET, l'ancien service sanitaire coordonné, et ainsi que le lien direct avec le EU Emergency Response Coordination Center. Une première séance de coordination était déjà lieu hier le matin avec CATAMET, l'OCVS et les hôpitaux concernés, afin d'obtenir leurs besoins. En outre, les équipes médicales spécialisées, ça s'appelle les Burn Assessment Teams, provenant de France et Italie, soutiennent également les hôpitaux suisses et participent à la coordination des transferts vers ces pays. Il faut bien comprendre ici que cette planification se fait au niveau européen. Ce sont les procédures standards pour la prise en charge de grands brûlés et dans la situation de catastrophe. À l'heure actuelle, mais ça c'était déjà dit, environ 50 transferts sont prévus d'ici dimanche 4 décembre. La majorité d'entre eux auront lieu vers les pays voisins, savoir Allemagne, la France, l'Italie et la Belgique. D'autres États ont également proposé les capacités. Des moyens de transport médical aérien ont notamment été offerts par l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Roumanie et l'Italie. J'ai fini. Voilà, donc je vais vous donner quelques informations sur la situation à l'hôpital du Valais. Tout d'abord, en préambule, dire et exprimer ici aussi le fait que toutes les collaboratrices et les collaborateurs de l'hôpital participent évidemment à la peine et aux souffrances auxquelles on assiste en ce moment dans les familles, pour les familles endeuillées, mais aussi pour les familles et surtout les blessés qui sont en train de vivre un moment difficile en ce moment. L'hôpital a été évidemment très marqué par cela aussi. Mais en même temps, vous dire aussi que l'hôpital du Valais a fonctionné. Il a bien fonctionné durant cette période. Je vais donner des informations à la fois sur nos 2 centres hospitaliers. Nous avons un centre hospitalier du Valais roman et un autre pour le Haut-Valais, le Spitalzentrum Oberwallis.
et qui ont les deux contribué à cela à des degrés différents. Tout d'abord, le centre hospitalier du Valais-Roman avec le site de Sion, préciser que le site de Sion est un site qui est spécialisé dans la prise en charge des blessés graves. Donc c'était un lieu approprié, avec des compétences appropriées pour cette situation de catastrophe et d'urgence. Et cela a évidemment fonctionné. Il faut aussi savoir que ce drame survient, évidemment, on l'a vu, dans un contexte festif, de vacances. Pour les urgences chez nous, ce moment est un moment de très haute activité que nous avions renforcé, notamment avec l'aide du département, pour cette période de fête. Il faut savoir qu'il y a presque un doublement de la population valaisanne durant cette période-là, et que pour les services d'urgence, c'est évidemment important. Donc durant cette nuit, la nuit du drame, il faut savoir que le centre des urgences était déjà en pleine activité. Donc il y a eu à la fois l'afflux de blessés du drame de Cran, et en même temps aussi les blessés, j'ai envie de dire ordinaires, mais c'est pas, aucun blessé n'est ordinaire, mais les blessés courants que nous avons dans ces situations-là. Donc on a dû répartir un peu les choses. L'équipe de Sion a réagi immédiatement. Dès les premiers appels, tout a été préparé, tous les blessés ont été pris en charge. Je vous donnerai ensuite les chiffres par rapport à cela. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a eu, évidemment, ça a beaucoup évolué. Comme l'a expliqué mon confrère le docteur Rotan, on est passé dans une phase de stabilisation maintenant. Mais il faut aussi savoir que c'est une phase qui est assez délicate, parce que c'est la phase où les familles commencent à avoir de nouveau des contacts avec leurs proches blessés. L'hôpital est un lieu de confidentialité, c'est un lieu où il faut qu'il y ait une tranquillité aussi pour les patients. Et je le dis ici parce que la pression aujourd'hui médiatique qui peut s'exercer sur les patients peut être une autre forme de stigmatisation qui peut être difficile à vivre dans ces moments-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons certaines limites aussi, et je m'adresse aux médias parce que vous savez, beaucoup d'entre vous essaient d'accéder aussi à l'hôpital. Nous mettons une limite pour protéger cette intimité qui est un élément thérapeutique indispensable pour nos patients, évidemment, et pour les familles qui sont avec. Ceci étant dit, pour ce qui est du centre hospitalier du Valais-Roman, donc nous avons eu, en lien avec le drame de Cran, nous avons eu 500 blessés graves qui ont été, 55 blessés graves qui ont été acheminés durant la nuit du drame. Et de ces 55, vous en avez eu 13 qui ont quand même pu retourner à domicile, donc ce qui est plutôt réjouissant de ce point de vue-là, et 11 qui sont encore hospitalisés chez nous, et puis 28 qui ont été transférés dans les hôpitaux suisses ou étrangers. Sur ces 11 qui sont encore chez nous aujourd'hui, nous en avons 4 qui sont toujours aux soins intensifs, avec un pronostic vital qui peut être engagé aussi. Nous en avons 3 qui sont dans les services de chirurgie de Sion et 4 qui sont dans les services de chirurgie de Sierre, puisque l'hôpital de Sierre a aussi contribué à cette prise en charge. Pour ce qui est du Haut-Valais, le Haut-Valais a aussi contribué très rapidement dans l'acheminement, déjà depuis le poste avancé de l'OCBS. Le Haut-Valais a reçu d'emblée 7 patients qui sont allés aux soins intensifs, et aujourd'hui 2 sont encore hospitalisés aux soins intensifs du Spitalzentrum Oberwallis à Viège. Voilà la situation actuelle. Donc on le voit, il y a eu un grand travail qui a été fait depuis hier pour trier certaines situations, évaluer les situations, transférer les cas qui doivent être transférés. Un autre élément important dans le transfert, c'est le fait que les blessés puissent se retrouver au plus près de leur lieu de vie, pour les gens qui sont à l'étranger, qui sont dans d'autres cantons, parce qu'évidemment, cela a été dit tout à l'heure aussi, le type de lésions qu'ont subi la majorité de ces personnes sont des lésions qui nécessiteront un long temps de traitement et de réadaptation. Et donc la nécessité aussi que ces personnes puissent vraiment rester au plus près de leur milieu de vie, parce que cette dimension relationnelle de rester inséré parmi ses proches,
dans notre milieu de vie, c'est un élément indispensable à une récupération aussi qui soit la meilleure possible. Voilà la situation pour l'hôpital du Valais. Quelques mots sur les équipes. Les équipes étaient évidemment prêtes à faire face à un afflux important durant ces fêtes, mais pas... Personne ne s'attendait, évidemment, on ne s'attend jamais à cela. Et il faut dire aussi que le plan catastrophe de l'hôpital a pu se mettre en route très rapidement, aussi grâce à une grande solidarité, cela a été dit aussi tout à l'heure, très spontanément, dans les 2 heures qui ont suivi le déclenchement de ce processus, eh bien, de nombreux collègues sont revenus spontanément au travail. Ils se sont présentés là aussi pour aider les équipes et pour aider à faire face à cet afflux massif. Donc ça a été un moment de grande solidarité professionnelle et en même temps d'inquiétude, évidemment, parce que, on le sait, beaucoup de personnes se demandaient s'il n'y avait pas quelqu'un de sa famille qui se trouvait à Cran à ce moment-là. C'était la nuit du réveillon, donc évidemment, tout le monde était très inquiet en même temps, à la fois de voir ces blessés arriver et en même temps de se demander si ce n'était pas aussi des personnes proches qui pouvaient être présentes. Donc, une grande charge émotionnelle qui était présente, mais avec évidemment un esprit très professionnel qui a permis de faire face à tout cela. Donc l'hôpital va aussi continuer ce qu'il doit faire. Nous avons aujourd'hui, la saison continue, donc il y aura du travail encore à faire. Et nous prendrons aussi le temps avec nos équipes. Alors nous avons des équipes aussi sur place, l'équipe de psychiatrie, d'intervention de psychiatrie d'urgence et de liaison qui a accompagné les familles, qui accompagne aussi les équipes directement. Et donc il y aura tout un processus qui va continuer dans cet accompagnement, à la fois pour les familles, les patients et évidemment les professionnels lorsqu'ils ont, on va dire, des moments où la charge émotionnelle est trop forte. Donc aujourd'hui, le bilan est, de notre point de vue, en tout cas au niveau professionnel, j'entends bien, c'est un bilan qui permet quand même de dire que nous avons fait face à cette situation, on continue à le faire et que notre dispositif a fonctionné. Et on l'espère au mieux aussi, et que cela aurait été le plus utile possible pour les familles et surtout les victimes concernées. Mesdames, Messieurs, avant de mettre un terme à cette conférence de presse, j'aimerais vous rendre attentifs sur un point qui est absolument essentiel. Il y a divers chiffres qui vous ont été présentés. Ce ne sont pas des chiffres qui sont définitifs. Les chiffres sont peut-être en décalage avec d'autres chiffres que vous avez entendus. Cela est dû tout simplement à une évolution du nombre de blessés. Le lieutenant-colonel Lengen a expliqué tout à l'heure, ainsi que, sauf erreur de ma part, le directeur de l'OCVS, qu'il y a des personnes, et également le professeur Bourvin, qu'il y a des personnes qui se sont présentées spontanément à l'hôpital, aux urgences, réalisant que leurs blessures étaient plus graves, ce qui entraîne une augmentation du nombre de blessés. Il y a également des personnes qui sont peut-être plus ou moins identifiées, donc pas formellement et pas définitivement. Les chiffres que nous avons communiqués aujourd'hui concernent des personnes qui sont définitivement et formellement identifiées. Tout ça est amené à évoluer et je vous remercie de bien vouloir tenir compte de cette évolution qui va se produire dans les heures et les jours à venir. Avant de conclure, j'aimerais vraiment remercier tous les intervenants, mais également toutes les personnes autour de la table ici présentes pour l'excellente collaboration que nous avons pour mener à bien cette enquête, pour aider les familles et pour sauver les personnes. Ce soutien est vraiment essentiel. J'aimerais souligner aussi la solidarité qui prévaut, une solidarité valaisanne, une solidarité au niveau suisse, mais également une solidarité au niveau international, ce que nous apprécions. Je vous remercie.
Damit schließen wir den ersten Teil dieser Medienkonferenz. Sie haben nun die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Redner zu stellen. Des micros sont mis à votre disposition de chaque côté. Merci beaucoup. Bonjour, de l'agence de presse Associated Press. Je tenais d'abord à remercier toutes vos équipes. On ne peut que imaginer la difficulté de faire face à un drame d'une telle amplitude. Il y a toujours beaucoup de questions, on comprend que vous ne pouvez pas toutes les répondre maintenant. On a tous vu maintenant les feux de Bengale, vous avez dit, ces bougies incandescentes. On a tous été frappés aussi par le fait qu'il semblait que le plafond était dans une espèce de mousse presque acoustique, et que c'est ça aussi qui a fait qu'ils ont pu allumer le feu comme ça. Est-ce que vous pouvez parler de cet aspect-là? On voulait aussi savoir, on peut imaginer que ce bar, ce sous-sol en plus, aurait été inspecté par le passé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les inspections précédentes? Est-ce que c'était quelque part qui était conforme pour les pompiers? Est-ce qu'il y a eu des inspections pour ça? Et est-ce que vous avez encore des informations sur on a frappé aussi par la difficulté pour les gens de sortir de ce lieu? Est-ce qu'il y avait une seule sortie? C'était cet escalier et cette porte d'une certaine taille, clairement pas assez grande pour 100 personnes ou 200 personnes qui étaient dedans. Merci. Je vous remercie, monsieur. On va vous répondre en deux temps. Concernant la mousse acoustique que vous mentionnez, l'enquête porte effectivement sur la pose de cette mousse, sur tous les éléments qui vont autour de cette mousse. L'enquête déterminera ou non, dans la mesure du possible, elle le déterminera, si cette mousse est conforme, si elle est à l'origine ou pas. Et vraiment, l'enquête portera là-dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, compte tenu du peu d'heures qui s'est déroulé, de vous assurer et de vous dire avec certitude que c'est effectivement une mousse qui n'est pas conforme ou qui est conforme, qui a été posée avec autorisation ou sans autorisation. Je le redis, il me semble que j'ai dit plus ou moins à toutes les conférences de presse, pour les familles, il est essentiel de ne pas faire d'hypothèses. Et là, je me permets de m'adresser à vous tous, de ne pas faire d'hypothèses. Laissez-nous travailler. Je m'engage personnellement que le jour où l'enquête elle sera terminée, de vous donner accès aux conclusions de cette enquête. Je passe la parole au conseiller d'État Stéphane Ganzer pour la partie qui concerne l'inspection. Et je vous remercie pour votre compréhension. Merci. Alors, en Valais, l'inspection des bâtiments est réglée par une base légale qui est la loi sur la protection incendie et les éléments naturels. Il y a un partage de compétences qui est fait commune-canton. Donc la commune est responsable du contrôle périodique des bâtiments. Il y a des délais selon que le bâtiment soit une habitation, un grand bâtiment public, un petit bâtiment public. Dans le cas d'un bâtiment pouvant accueillir du public tel que le bar en question, les contrôles, la loi, c'est des recommandations de l'AIEA, prévoient que le contrôle a lieu tous les ans. C'est ce qui est recommandé par rapport à ces contrôles-là. Dans le cas présent, c'est donc la commune de Crans-Montana qui est responsable du contrôle de ce bâtiment. Ce qui peut se passer lorsqu'un contrôle montre des défectuosités, c'est qu'il y a un rapport qui est fait et il y a un délai qui est donné, en principe, un délai qui est donné au propriétaire pour que celui-ci adapte les défectuosités, les corrige. Et puis, cas échéant, c'est transmis au canton pour validation. Si le propriétaire n'effectue pas ces travaux-là, ne corrige pas ces défectuosités, dans le cas présent, le canton soutient la commune dans une démarche qui va lui demander, qui peut même aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. Dans le cas présent, l'Office cantonal du feu n'a jamais été nanti d'un rapport de défectuosité ou de non-conformité sur ce bâtiment. Alors je ne peux pas parler du contrôle, je ne peux pas vous dire si la commune de Crans-Montana a fait les contrôles, à quelle fréquence, etc. Mais en principe, toutes les communes le font. Donc ça, c'est l'enquête de police qui déterminera aussi la fréquence de ces contrôles et ce qui a été relevé. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de rapport de défectuosité et de demande de soutien effectué par la commune auprès du canton par rapport à cet établissement, ce qui laisse donc présager que ces contrôles ont été faits.
partant désormais de la question, de l'autre partie de votre question sur les sorties de secours, sur les matériaux, sur les portes, etc. Donc ce bâtiment est équipé d'une sortie de secours. Il n'y a pas qu'une seule porte, même si au moment de l'incendie, il semblerait que la plupart des gens soient sortis par l'entrée principale. Mais ce bâtiment, ce lieu public, pardon, était évidemment équipé d'une sortie de secours. Mais il faut imaginer, lors d'un embrasement généralisé, avec la fumée qui rend en quelques minutes impossible, qui plonge les personnes dans l'incapacité de se déplacer, de voir, et ensuite l'embrasement généralisé, eh bien on peut estimer qu'il y a peu de personnes sans doute ou en tout cas il n'y a pas la majorité des personnes qui ont peut-être trouvé ces sorties. Bonjour, Capucine Diez pour BFM TV. Alors j'ai plusieurs questions pour vous, Madame la procureure. Vous disiez que les 2 gérants avaient été auditionnés. Est-ce que vous pourriez nous préciser sous quel statut? On aimerait également savoir si vous aviez le nombre exact de personnes qui étaient présentes dans le bar ce soir-là. Vous parliez également de ces bougies incandescentes. Est-ce que c'est l'hypothèse principale pour le moment? Et enfin, une question peut-être plus pour vous, Monsieur Bonvin. On a pu échanger avec pas mal de familles qui nous parlent d'absence totale d'informations. Voilà, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Merci. Alors, je me permets de répondre concernant en premier lieu les gérants qui ont été entendus actuellement à titre de personnes appelées à donner des renseignements. Concernant le nombre exact de personnes présentes, ce n'est pas possible en l'état de vous répondre. Je vais être transparente avec vous, je ne sais même pas s'il sera possible d'avoir une réponse exacte à l'issue de l'enquête, tout simplement parce que c'est un bar, il y a des gens qui viennent et qui repartent. Donc au moment même de l'incendie, il ne sera probablement pas possible de répondre à votre question. Concernant les bougies incandescentes, c'est une hypothèse qui est privilégiée et qui tend à se confirmer. Je vais laisser après professeur Bonvin répondre s'il le désire, mais j'aimerais aussi préciser au niveau des informations qui sont transmises. L'information et la communication, pour ceux qui ont assisté aux 3 conférences de presse, ont bien constaté qu'elles passaient exclusivement par, à tout le moins, les 4 personnes qui étaient là de façon systématique aux 3 conférences de presse. Donc, toute communication doit être faite de façon contrôlée et de façon sûre et de façon conforme à l'intérêt et au respect également des familles. C'est la raison pour laquelle nous n'émettons pas des hypothèses, nous n'émettons pas, lorsque nous disons quelque chose, lorsqu'on parle du nombre de blessés, lorsqu'on parle, c'est vraiment un état de fait qui est établi. Concernant le statut des 2 Personne n'a appelé à donner des renseignements, je vous ai répondu en premier. Voilà, donc pour compléter aussi, juste préciser que ce qui a été dit est tout à fait conforme à ce qui se passe. Nous avons, par contre, à l'hôpital, toutes les familles de personnes hospitalisées ont été accompagnées et nous leur avons transmis avec une équipe qui les a suivies en permanence. Elles avaient un lieu dédié et au fur et à mesure des informations que nous avions concernant leurs proches qui étaient hospitalisés, et uniquement cela, nous l'avons fait. Par contre, il est clair que nous ne pouvions pas répondre aux préoccupations des familles par rapport à savoir si une personne était décédée ou non, si elle avait été prise en charge ailleurs. Nous ne pouvions pas le savoir non plus, ce n'était pas de notre ressort. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'hôpital, les informations qui ont été transmises en continu aux familles concernaient strictement la prise en charge des personnes que nous avions pu identifier, parce qu'il y avait aussi des personnes au début où nous n'avons pas pu identifier tout le monde d'emblée. Ces informations étaient transmises en continu et les personnes sont encore accompagnées aujourd'hui. Mais il est clair aussi, et on peut le comprendre, je crois, c'est que dans la situation très difficile de cette catastrophe, il a été pour tout le monde difficile d'avoir des informations et des informations précises. La mission principale, autant des secours, de l'intervention de proximité que des hôpitaux, c'était d'abord
de sauver ces personnes, hein, je crois. Donc ça a pris un certain temps pour arriver aussi à avoir des informations consolidées, même au niveau clinique, comme nous le faisions, comme nous le faisons toujours avec nos patients. Mais nous n'avons pas à négliger cet aspect-là, et je crois que c'est un élément important. Grégoire Bord, pour le temps, j'ai 3 questions. Vous avez parlé d'identification des blessés, mais pas forcément de l'identification des personnes qui sont décédées. Est-ce que sur les 40 personnes décédées, il y a des personnes qui ont été identifiées? La deuxième question, vous avez parlé des bougies incandescentes qui ont été utilisées. Est-ce qu'il y a besoin d'une autorisation pour les utiliser? Est-ce qu'il y avait le droit de les utiliser? Et puis est-ce que finalement il y a des consignes de sécurité par rapport à ces bougies dans des lieux publics et fermés comme ce bar? Et puis la dernière question, il y a des témoignages qui disent que la sortie de secours était bloquée au sous-sol. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Merci. Voilà, merci monsieur. S'agissant des identifications, visiblement, je n'ai pas été assez clair, mais en tout cas, je vais reprendre les propos que j'ai tenus tout à l'heure. À mon avis, ils sont suffisamment explicites pour que vous les compreniez une seconde fois. S'agissant des personnes décédées, j'ai dit tout à l'heure que nous déplorons à ce stade 40 victimes et que leur identification se poursuit sans relâche. Je veux bien vous répéter que c'est la priorité absolue de la police cantonale. Donc nous sommes encore en train de trouver l'identité formelle et définitive selon les processus que vient de vous expliquer mon colonel, chef de la police judiciaire. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, monsieur. Je me permets de revenir sur les bougies incandescentes ou les feux de Bengale. Ce sont des bougies d'anniversaire que vous pouvez acheter dans un commerce. Nous tous y avons accès. En ce qui concerne le fait qu'il soit possible de les utiliser ou non dans un endroit fermé ou confiné, l'enquête se poursuit à ce propos et une réponse sera donnée. Merci. Sandro Zulian vom Blick. Ich habe vorhin versucht, mit Nicola Ferro Kontakt aufzunehmen. Er hat mich dann direkt per E-Mail an die Polizei verwiesen. Meine Fragen sind zum Thema Brandschutz. Ist es ja so, dass es sehr gut möglich ist, dass in der Bar etwas eingebaut wurde, was vielleicht nicht den Vorschriften entspricht. Auf der anderen Seite hat man natürlich aber auch Personen, die das kontrollieren möchten. Und dazu habe ich 2 Fragen. Warum ist der Gemeindepräsident von Crans-Montana heute nicht hier? Und die zweite Frage ist, wäre es nicht ein leichtes, die Brandschutzbeauftragten dazu zu befragen, was habt ihr kontrolliert, habt ihr allenfalls Fehler gemacht? Genau, Dankeschön. Danke. Also Herr Nicola Ferro war heute nicht eingeladen, da er gestern da gewesen war. Und er hat auch die Möglichkeit gehabt, alle Antworten zu geben. Heute können wir da ohne sonst alle Fragen beantworten, die wir können. Betreffend Brandschutz und alle Vorschriften, wie ich es vorher gesagt habe, das Ganze wird untersucht und jetzt ist es ein bisschen zu früh, um Ihnen eine korrekte und sichere Antwort zu geben. Danke. Selin Trachsel vom Blick. Ich stelle meine Fragen, von 20 Minuten, Entschuldigung. Ich stelle meine Fragen auch auf Deutsch für meine Redaktionskollegin in Zürich. Herr Ganzer hat vorhin gesagt, dass die Verantwortung über diese Brandschutzkontrollen bei der Gemeinde waren. Aber können Sie nicht präzise sagen, wann diese letzte Kontrolle stattgefunden hat? Und dann möchte ich noch fragen, wer diese Decke bewilligt hat und ob die überhaupt bewilligt war. Also danke für die Frage. Die Verantwortung liegt im Rahmen von der Gemeinde, aber ich kann Ihnen nicht sagen, also jetzt zurzeit kann ich Ihnen nicht sagen, wenn die letzte Kontrolle stattgefunden hat. Und ich kann Ihnen jetzt im Moment auch noch nicht sagen, ob la Mousse Akustik eine Bewilligung braucht oder nicht. Aber die Untersuchung wird auch darauf gehen. Danke für das Verständnis. Ich habe
habe noch eine zweite Frage. Gab es Gaffer, also auf Französisch sind das Badauds, die Einsatzkräfte behindert haben? Und es gab Leute, die draußen gefilmt haben, während andere starben. Wie beurteilen Sie das? Also Sie sollen auch die Lage sehen. Man ist am 1. Januar. Es sind in Crans-Montana sehr, sehr viele Leute. Das ist fast wie groß wie eine Stadt. Also die Badauds, das jetzt sowieso. Ich habe nicht gehört, dass die Einsatzkräfte verhindert oder behindert wurden. Und die zweite Teil der Frage weiß ich leider nicht mehr. Was war das? Die Leute haben draußen gefilmt, was sie davon denken. Also die Leute haben draußen gefilmt. Wir haben auch ziemlich viel solche Videos gesehen auf den Sozialmedien. Das ist die Verantwortlichkeit von allen, die solche Filme machen. Man hat auch gesehen, dass man sieht noch ziemlich viel, dass die Jungen jetzt mehr auf dem Handy sind, als zu helfen. Oder das ist die Verantwortung von allen. Danke. Dankeschön. Dimitri Maté, État Média. J'ai une question pour Madame la procureure. Est-ce que dans le cadre de l'enquête, ordre a été donné au couple de gérants de ne pas quitter le territoire suisse? Et comment s'assurer si une quelconque responsabilité pénale devenait... Enfin voilà, s'il y avait une quelconque responsabilité pénale, comment s'assurer que ce couple ne rentre juste pas en France, sachant que la France n'extrade pas ses ressortissants? Merci. Je vais vous répondre plutôt de façon générale. Et je ne vais pas parler du couple de gérants français, mais de façon générale. Lorsqu'une personne est entendue à titre de personne appelée à donner renseignement, elle n'est pas prévenue. Donc, s'il y a un risque de fuite, il n'y a que les prévenus contre lesquels nous pouvons prendre des mesures. Et là, en l'espèce, il n'y a pour l'instant strictement aucune responsabilité pénale qui a été établie. Bonjour, Robin Millard de l'agence France Presse. Sur les 40 qui sont morts, est-ce que vous savez s'ils ont tous décidé